Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette dernière conf de la journée, donc merci d'être nombreux. Donc, nous allons parler de Web Authentication, de Web Authn. Donc, tout d'abord, qui je suis? Je me présente, Gildas Cuisinier, je travaille à la BIL, la Banque internationale à Luxembourg, où je suis solution architecte et en particulier je travaille sur la partie CI/CD, mais également de temps en temps je travaille sur des solutions transversales et en particulier j'ai travaillé ces derniers temps sur la partie authentification et le SSO. Et c'est là-dessus, c'est en travaillant sur ce sujet-là que j'ai découvert la spec dont je vais venir vous parler. Mais avant toute chose, quand j'ai découvert cette spec-là, en dehors de mon intérêt au niveau professionnel, j'ai trouvé cette spec super intéressante, mais d'un point de vue personnel. Pourquoi? Tout d'abord, pour comprendre l'intérêt de cette spec, il faut revenir un peu dans les fondements de l'authentification sur le web. Et le premier système d'authentification que tout le monde connaît, c'est les mots de passe. C'est ce qu'on utilise depuis des années. Mes premiers comptes sur Internet étaient avec un user et un password. Et grosso modo, c'est simple. À l'enregistrement, on crée un user, un mot de passe qui est enregistré côté serveur. Et quand on va vouloir s'authentifier, on refournit ces informations-là pour vérifier l'identité qu'on est. Le problème, c'est que cette solution-là est très très simple. D'un point de vue utilisation, c'est clairement ultra rapide, mais elle est source de beaucoup de vecteurs d'attaque. D'un point de vue sécurité, c'est franchement pas génial. Pourquoi? On a des failles de sécurité au niveau du post client directement. On peut avoir des keyloggers, on peut avoir du phishing, on peut avoir des utilisateurs qui sont pas très très bons, on va en revenir. Et on peut avoir des problèmes sur la couche réseau, on peut avoir des personnes qui écoutent le réseau et qui peuvent voir les choses si le site web n'est pas correctement configuré. Heureusement, de nos jours, c'est de moins en moins le cas. Et le dernier problème, c'est clairement côté serveur, où vu qu'on fournit un mot de passe qui a un secret partagé, on est dépendant de la manière dont c'est stocké côté serveur, et non stocker un mot de passe en clair ou haché avec du MD5 n'est pas une solution très sécure. Un MD5, la plupart du temps, il faut que quelques secondes pour le retrouver facilement le mot de passe original. Et je disais, le problème avec les utilisateurs, c'est que on est tous un peu fainéants. Hein. Moi, le premier, il y a des années, je ne faisais pas attention à ça. Et on utilise régulièrement le même mot de passe partout. Pourquoi? Parce que c'est franchement simple. Qui ne l'a jamais fait dans la salle? Il y en a un, deux. Oui, voilà, ce que je disais, un peu plus, mais c'est franchement pas la norme. La plupart des personnes ont plusieurs fois le même mot de passe sur des sites différents parce que retenir 100 mots de passe différents, c'est pas franchement super cool, quoi. Ou alors on utilise des mots de passe simples à retenir, mais ça marche pas non plus. Et donc le problème, c'est quoi? C'est que si on réutilise le même mot de passe sur un site web qui est mal sécurisé, c'est que on a beau l'utiliser sur un autre site qui est très très bien sécurisé, par exemple Google, le problème c'est que si le site web qui est mal sécurisé se fait pirater et que nos mots de passe tombent, la personne qui a ces informations-là va pouvoir tenter de se connecter sur un compte Google, par exemple. Personnellement, mon compte email est certainement le compte que je souhaite sécuriser le plus au monde, parce que si quelqu'un a accès à ce compte en particulier, tous mes autres comptes y sont liés. Donc grosso modo, si je perds mon compte Google, je perds tous mes autres comptes indirectement. Donc c'est vraiment un très très gros danger. Et donc il y a des solutions, hein. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Qui utilise un gestionnaire de mots de passe ici? Voilà, ça c'est bien, on est dans une conf d'informaticiens, la plupart d'entre vous le font. Ceux qui ne le font pas encore, faites-le, parce que c'est quand même plutôt pratique. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça évite de réutiliser le même mot de passe partout. D'autant plus que non seulement ça permet de ça, mais en plus ça permet de s'assurer que le mot de passe est très sécure, parce qu'on ne retient pas le mot de passe du tout. Finalement, on utilise une chaîne de caractères ultra sécure avec 50 caractères quand c'est possible. Bon, la plupart des sites ne le permettent pas parce qu'ils limitent à 12 caractères. Avec des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, bref, le summum, que quand on va sur des sites web qui calculent la complexité du mot de passe, on est super content. Il faut des dizaines, voire des centaines d'années parfois pour le craquer en brute force. Super. Bon, ça réduit également un petit peu le phishing. Pourquoi? Parce que la plupart des gestionnaires de mots de passe en fait, viennent avec un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur et qui, en fait, la plupart des gestionnaires de mots de passe récents fournissent également des extensions dans le browser qui viennent auto-compléter
les champs de mot de passe, et la plupart viennent vérifier qu'on est bien sur le site d'origine sur lequel on s'est connecté, et pas quelqu'un qui essaie de faire un site qui ressemble, avec une URL qui ressemble, mais qui n'est pas exactement la même. Donc il y a une première protection là-dessus. Mais bon, c'est pas complètement écarté, parce que le nombre de fois où personnellement le site web sur lequel je me suis enregistré a changé un petit peu son formulaire d'authentification, et donc l'autocomplétion ne marche plus, et ça m'arrive même à moi de venir compléter à la main en copiant les user mots de passe que j'ai dans le gestionnaire de mots de passe. Donc du coup, on n'est pas complètement à l'abri du phishing. Et là, le problème, c'est que la sécu, c'est bien, mais quand on commence à utiliser des trucs comme ça, on tombe toujours sur un problème. Lequel ? Franchement, ici, je suis sur mon ordinateur, j'ai tout qui est installé, ça marche nickel. Et puis un jour, moi, j'ai été chez mes parents, et j'avais malheureusement pas pris mon ordi. J'ai dû me connecter sur mon compte Gmail, justement. Et là, c'était un peu la galère. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la bonne idée à l'époque d'avoir mis un mot de passe qui devait avoir 40 caractères spéciaux. Enfin, franchement, j'étais super content de mon mot de passe avant. Sauf qu'il m'a fallu à peu près 5 minutes pour me connecter, parce que j'ai dû recopier le mot de passe que je regardais sur mon écran de smartphone, alors taper à la main. Franchement, c'était galère. Mes parents, ils se moquaient bien à côté. Franchement, c'était rigolo. Bon. Suite à ça, j'ai un petit peu changé ma manière de faire sur certains comptes, y compris mon compte Google. Et je suis retombé sur un système plus simple, mais qui nécessite certaines choses en plus. Donc c'est la notion de multifacteur. Bon, c'est quoi le multifacteur ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que pour m'identifier, je dois donner au minimum 2 facteurs. Le premier facteur, c'est quelque chose que je connais. Typiquement, le mot de passe, c'est quelque chose que je connais. Quelque chose que je possède, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis inscrit ou quand je configure mon compte, ça peut être un hardware physique ou une application sur un smartphone, mais quelque chose que je possède qui génère quelque chose d'unique régulièrement. Ou quelque chose que je suis, typiquement la biométrie, les capteurs d'empreintes, le Face ID, ce genre de choses, parce que je suis et on me reconnaît. Donc je disais, comment ça fonctionne ? Mais il y a plusieurs solutions. Capteurs d'empreintes, les tokens physiques, des clés de sécurité de type YubiKey ou autre, des applications. Tout ça, c'est bien. Et le capteur d'empreintes, franchement, c'est nickel, mais ça marche jusqu'ici que sur mobile. Il y a certains maintenant ordinateurs qui ont des capteurs d'empreintes, mais malheureusement, à part sur des applications natives, on ne sait pas les utiliser facilement. Donc, celui-là, et bon, si on pouvait se connecter en 2019 de manière simple, rapide, et en plus super sécurisée sur n'importe quel browser. Plus simplement des applications natives, mais n'importe quel browser. Bon, là, vous me voyez venir. Si vous êtes venu ici, c'est pour venir découvrir Webauthn. Et clairement, c'est ce qu'on va faire. Donc, une petite démo. C'est là qu'ont pris les dieux de la démo. Donc, ici, je vais vouloir m'authentifier, mais dans un premier temps, mon utilisateur n'existe pas. Donc, si j'essaie de me connecter, il va me dire simplement, bon là, j'ai simplifié parce que je ne suis pas super bon en développement front, donc du coup, je n'ai pas finalisé la partie front. Mais on va dire que c'est un super formulaire qui affiche les trucs super bien, mais là, c'est juste pour dire que l'utilisateur n'existe pas. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est venir s'inscrire. Avec Webauthn, on va juste fournir potentiellement l'username. On pourrait fournir d'autres informations qui seraient utiles pour le profil par après, mais il n'y a plus de mot de passe par définition. Donc, je vais venir m'enregistrer, et dans le cadre de cette démo, je vais d'abord utiliser un token physique connecté ici. Donc, je vais vous le montrer par vidéo. Vive la technologie. À quoi ça ressemble ? C'est un système comme ceci. C'est un petit token physique qui, particularité de celui-ci, est connectable à la fois en USB mais en Bluetooth. Ça va être utile pour la suite de la démo. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand je vais vouloir m'authentifier, créer mon utilisateur, je vais utiliser la spec Webauthn côté JavaScript. Et qu'est-ce qui va se passer si tout se passe bien ? Quand je vais cliquer là, il me demande comment je m'authentifie, parce qu'il remarque ici que j'ai plusieurs systèmes. Je peux avoir le capteur intégré, du Bluetooth ou de l'USB. Moi, dans ce cas-ci, je vais prendre l'USB. Et si tout va bien,
on voit que ça clignote, c'est-à-dire qu'il m'invite à venir appuyer, puisqu'il vérifie bien que je suis là, j'appuie, et encore superbe front que j'ai développé, on a le résultat comme quoi je me suis bien connecté. Donc également, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une clé, un identifiant de clé qui est affiché ici, qui est généré de manière unique à chaque fois. C'est-à-dire que si je recrée une nouvelle authentification, j'aurai une clé différente, et sur un autre site, pareil, alors que j'utilise bien la même clé physique. Mais on en reviendra par la suite. Donc maintenant, si tout va bien, mais pareil, si je venais vouloir me reconnecter, là, j'utilise plus que mon username à nouveau. Je me connecte. Oui, non, c'est parce qu'il y a un petit bug physique, c'est rien, c'est moi qui suis pas bon au front. Hop, il me demande à nouveau de venir appuyer sur première démo, ça s'applaudit, non? Non. Donc là, je suis dans Chrome, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous allez dire, bon, c'est cool, mais quel est l'intérêt? Ben là, maintenant, imaginons que je suis chez mes parents. Et j'ai ce token-là, je suis sur un autre ordinateur, on va dire que c'est un autre ordinateur, j'en ai qu'un aujourd'hui, mais je suis sur un autre browser qui montre que ok, c'est pas dans Chrome que ça a été stocké. Et là, normalement, si je reviens à nouveau avec le même user, il me demande également, bon c'est un autre système d'affichage, c'est pas le même browser, mais pareil, normalement ça vient faire hop, clignoter. Sauf que ça n'a pas duré longtemps, ce qui ne présage rien de bon en général. Ah si, ça a marché. Ouh. Donc voilà, donc c'est vraiment cross-browser. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça fonctionne aussi bien dans Chrome que dans Firefox. Bon, techniquement, c'est censé fonctionner également dans Microsoft Edge. Bon, j'en ai pas ici, donc je n'ai pas jamais pu tester. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore dans Safari. Mais non, et c'est là que ça devient rigolo à la démo, et c'est là qu'on va voir si tout fonctionne correctement, c'est que avec ce genre de système, normalement, vu que ça fonctionne en Bluetooth, ça fonctionne également avec le smartphone. Donc, je vais essayer de le montrer. En grand écran. Hop. Donc, c'est la même application. Et normalement, si je vais sur... Par contre, le lien entre l'ordinateur et le smartphone n'est pas super rapide. Je clique sur se connecter. Ça fait ça régulièrement et je ne sais pas pourquoi, mais c'est au niveau du browser. Donc je m'y attendais un peu à ce premier coup, c'est pas grave. La deuxième fois, en général, ça marche mieux. Donc là, je peux malheureusement pas montrer, il n'y a rien qui blink parce qu'en fait, il n'est pas encore en train de le faire. Mais normalement, je clique dessus, j'ai cliqué dessus. Il est censé valider la clé de sécurité et il me dit que je suis bien connecté. Aussi bien sur un laptop que sur un mobile avec la même clé. Bon, vous allez me dire, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Maintenant, le côté pratique, vous allez me dire, il est où? Parce que bon, c'est chouette, mais bon, appuyer sur un truc physique à chaque fois, une fois sur deux, vous allez l'oublier, parce que bon, là, je suis chez mes parents, mais que je ne l'ai pas, du coup, je ne peux pas me connecter. Donc du coup, il y a d'autres solutions. Et typiquement, pour simplifier le côté expérience utilisateur, ici, bon, là, je vais faire comme si c'était une nouvelle inscription et ça va merger les deux comptes parce que, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de terminer proprement le côté front. Là, je vais faire comme si je me réinscrivais avec le même user, mais avec une autre clé, avec un autre système, mais ça va fusionner les deux comptes. Donc là, non, malheureusement pas dans Firefox, j'expliquerai pourquoi après. Hop. Normalement, ici, de nouveau, il me propose plusieurs systèmes. Et dans ce cas-ci, je vais prendre le capteur intégré, c'est-à-dire le Touch ID qui est intégré à mon Mac. Je clique, j'appuie sur le Touch ID, et de nouveau, il a créé mon compte, et on voit qu'il a une nouvelle clé utilisée. C'est-à-dire que maintenant, au niveau de mon compte, il y a deux clés utilisables. Je pourrais toujours utiliser celle-ci, mais
également, maintenant, je peux utiliser le capteur d'empreinte de mon Mac. Bon, vous allez me dire, il dit ça, mais on va vérifier quand même, hein. Parce que bon, les démos, jusqu'ici, ça a bien marché, donc du coup, de nouveau, ça marche. Voilà, donc pour la partie démo, maintenant, essayons de comprendre un peu plus ce qu'il en est. Donc, tout ça, c'est grâce à WebAuthn, et plus exactement, c'est grâce à FidoDO. FidoDO, c'est quoi? C'est un système qui a été développé par l'Alliance Fido, dans lequel il y a des grands noms, comme il y a Google, il y a PayPal, enfin il y en a tout un nom. Et en fait, leur but, clairement, c'est de tuer les mots de passe. Parce que, comme je l'ai montré avant, les mots de passe, c'est vraiment pas sécure. Et aujourd'hui, c'est plus de 80% des failles de sécu sur des sites qui sont fait pirater sont liées à des mots de passe qui ont été leakés d'une manière ou l'autre. Donc du coup, clairement, leur but, c'est de dire on veut un autre système qui soit à la fois simple à utiliser, mais bien plus sécure que des mots de passe. Ils n'en sont pas vraiment leur coup d'essai, hein, parce que Fido Alliance a déjà développé U2F, qui est en fait la base de ce qui va être utilisé dans Fido 2. Et en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent déjà des clés de sécurité sur Google, sur GitHub ou autre ici, mais ça utilise en général U2F comme protocole en dessous. Le seul souci, c'est que jusqu'ici, et pour moi c'était un truc qui m'ennuyait un petit peu quand même, c'est que pour pouvoir utiliser ce système-là de clés, c'était uniquement supporté sur Chrome. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un truc spécifique, même si c'était à volonté d'être ouvert, c'était pas une norme standard jusqu'ici. C'est pour ça qu'ils ont travaillé sur Fido 2 et sur WebAuthn, qui est une évolution, qui permet de plus de choses, et qui a été récemment, ici en mars 2019, qui a été validé au niveau du W3C, et donc du coup qui va être intégré dans normalement tous les browsers à terme. Et comment ça fonctionne? Mais en fait, au lieu d'utiliser un mot de passe partagé, le mot de passe, ça va se baser sur la cryptographie de clés asymétriques. Comment ça fonctionne? C'est que via des systèmes comme ça, on va créer une clé privée et une clé publique. La clé privée restera privée et ne sortira pas. Et la clé publique, elle va être envoyée côté serveur. Et elle va être utilisée. Et comment on va faire pour s'authentifier? C'est qu'en fait, comme le serveur connaît notre clé publique, il suffira qu'il nous fournisse un challenge qu'on signe avec notre clé privée. Et de l'autre côté, il va pouvoir vérifier que c'est bien signé avec la clé que lui connaît. Et donc, du coup, il nous authentifie. Avec une super animation. Donc, Fido 2. Grosso modo, il y a un certain nombre de choses dedans. Il y a effectivement l'aspect WebAuthn qui est une des parties qui est intéressante ici. C'est la partie intégration dans la spec JavaScript. Mais ça définit également un certain nombre de choses, comme le railing party, finalement, c'est celui qui veut, pour lequel on veut s'authentifier. Et il définit également le protocole CTAP2 qui est nécessaire, qui est en fait un protocole de communication entre le browser et ce genre de système, pour normaliser tout ça et que on puisse avoir un nombre important de devices et open source, parce qu'il existe des solutions à implémenter de manière open source. Bref, que ça ne soit pas propriétaire, mais vraiment standard. Donc, le protocole CTAP2, c'est Client to Authenticator Protocol. 2, parce qu'il y avait une version 1 qui était déjà utilisée dans la version précédente de U2F. Et il définit deux types d'authenticateurs. Ce qu'on appelle des authenticateurs de type cross-platform, ce genre de choses-ci, en USB ou des YubiKey ou des BioPass, on y reviendra aussi, j'ai des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble, qui sont en fait par définition cross-platform parce qu'en fait ils ne sont pas intégrés sur l'ordinateur sur lequel tourne le browser, mais qui peuvent être utilisés par plusieurs ordinateurs différents. Et des authenticateurs de type intégré plateforme qui utilisent le fingerprint. Donc là aujourd'hui il y a Touch ID et le fingerprint de Windows qui s'intègre avec Windows Hello côté
du côté des ordinateurs type laptop, et bien évidemment tout ce qui est Touch ID du smartphone ou fingerprint des Android. Au niveau du support aujourd'hui, c'est là qu'aujourd'hui il y a quand même quelques petites lacunes. C'est tout récent, hein, ça vient d'être validé en mars, je rappelle. Donc ils avaient déjà commencé à travailler dessus. Principalement celui qui est clairement en avance, c'est Chrome, qui depuis la version 67, donc qui date déjà d'un certain temps, supportait déjà le protocole en USB. En fait, comme il supportait déjà les clés de type YubiKey et autres, en fait, vu que c'était qu'une évolution, c'était relativement simple pour eux de le supporter. Et depuis la version 72, pardon, euh, qui supporte en fait, via le protocole CTAP2, qui supporte le Bluetooth, le NFC et le Touch ID. Au niveau du desktop, on a Firefox qui supporte la partie USB uniquement aujourd'hui. Malheureusement, le Firefox mobile ne le supporte pas encore. Au niveau du Chrome mobile, lui supporte aussi bien le fingerprint que le NFC et le Bluetooth. Je n'ai pas testé l'USB parce qu'il existe des clés aussi USB-C mais je n'ai pas eu l'occasion de le valider. Sur Edge, il supporte le fingerprint avec Windows Hello. Petit bémol, il faudra voir ce que ça va donner dans les prochains mois à venir, parce qu'aujourd'hui, Windows Edge a son propre système, mais qui va migrer vers Chromium. Donc, il y a de fortes chances qu'il récupère assez rapidement toutes les implémentations de Chrome et qu'ils viennent juste rajouter la partie du support de Windows Hello. Et comme je disais, le petit dernier qui est un peu en retard, mais qui travaille quand même dessus, c'est Safari, qui en version stable ne le supporte pas du tout, et qui travaille dessus sur la partie développeur preview. Donc, les authenticateurs de type plateforme, les smartphones. Aujourd'hui, Android c'est sûr, iOS, je ne pense pas encore aujourd'hui. Encore de type plateforme, mais par contre là, le Touch ID avec uniquement Chrome qui fonctionne sans problème. Windows Hello, typiquement aujourd'hui, Microsoft le supporte déjà dans l'authentification de ses produits avec le fingerprint. Dans les clés USB, il y en a des un peu plus évoluées que simplement des systèmes comme ça. Parce que vous allez me dire, une clé USB, j'ai finalement que cliquer dessus, mais il n'y a pas de vérification que c'est bien moi qui appuie. S'il y a quelqu'un qui me le vole, il peut très bien s'authentifier avec. Donc en fait, c'est juste le fait de prouver que j'ai bien ce device, mais ça ne prouve pas qui je suis. Mais il existe des systèmes à base de fingerprint comme cette clé qui permet de la configurer avec des empreintes vraiment spécifiques et qui ne sera pas utilisable par une tierce personne. Alors, officiellement, ça supporte que Windows. Pourquoi ? Parce qu'en fait, malheureusement, elle fonctionne très bien. En fait, il n'y a pas besoin de Windows pour la faire fonctionner du tout, mais il y a besoin juste de Windows pour venir enregistrer les empreintes, parce que le logiciel qu'ils fournissent avec ne fonctionne que sur Windows aujourd'hui. Moi, j'ai activé mon empreinte sur un Windows et depuis, ça fonctionne très bien sur mon Mac sans problème. Il y a des clés de type YubiKey, c'est les plus connues en général. Le prix diffère seulement si on veut seulement de l'USB ou du USB NFC, parce que le NFC peut être également, par exemple, utilisé avec les smartphones. Et puis, celle que je viens d'utiliser aussi dans la démo, qui fonctionne à la fois en USB et en Bluetooth. Donc voilà pour un peu savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Mais maintenant, voyons un peu plus comment ça fonctionne. Donc voilà le flux global. Donc le flux global, c'est quoi ? C'est au niveau du browser, quand on va vouloir s'enregistrer, il va d'abord envoyer une requête du côté du serveur pour dire voilà, je m'authentifie je veux créer un compte au nom de Gildas Cuisinier. Donne-moi les informations que tu as besoin pour ça. Donc le serveur va dire déjà bonjour, moi je suis devox.fr et je te fournis un challenge et moi j'ai besoin d'une clé publique. C'est important je suis devox.fr parce qu'on ne l'a pas vu dans ma démo, mais je disais tout à l'heure que le côté phishing était encore possible avec le multifacteur, mais avec WebAuthn, c'est plus du tout possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est directement au niveau du browser. C'est le browser lui-même qui en fait va vérifier, qui va vérifier si la clé peut être accessible ou pas. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer une clé, parce que comme il dit, je suis devox.fr,
le browser va venir créer une clé pour DevoxFR et il va, à chaque fois qu'on va redemander une clé, vérifier que le script, la partie du script qui demandera accès à la clé, fait bien partie du domaine devox.fr. Si ça vient d'un autre site mal formé ou avec une coquille ou autre, ça ne passera pas du tout. Donc, je suis DevoxFR, il renvoie ces informations-là, et au niveau du browser, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va demander via l'API WebAuthn, ok, moi j'ai besoin que tu me génères une clé pour DevoxFR. Là, l'authenticateur, il vérifie que l'utilisateur est bien là, d'où le côté je clignote et tu dois appuyer sur moi pour que je te génère la clé. Sans ça, il n'y a rien qui serait passé. Il n'y a rien d'automatique. Toujours vérifier que l'utilisateur est présent. Et il renvoie finalement le challenge signé, la clé publique, et ainsi que l'ID de la clé. Et le tout est renvoyé au serveur qui va finalement vérifier que le challenge qui revient de la réponse c'est bien le challenge qu'il avait utilisé et il va le supprimer du cache pour éviter qu'on puisse rejouer l'enregistrement. Et il va stocker le tout en base de données. La clé publique avec l'ID de la clé associée. Voilà, ça c'est pour la partie flux. En pratique, comment ça fonctionne? Donc ici, je suis DevoxFR, mais en fait, au niveau du serveur, on va fournir, ok, je suis un rolling party, on donne un ID et un nom. L'ID, c'est vraiment le nom de domaine, et le nom, c'est quelque chose qui pourra être affiché sur l'authenticateur, éventuellement s'il y a quelque chose, s'il y a un écran dessus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais sur certains, oui. On va également fournir quel type de clé le serveur supporte. C'est toujours des clés publiques, mais les algorithmes évoluent et donc on a la possibilité de sélectionner l'un ou l'autre. Et on va également fournir des informations sur l'utilisateur. Donc en gros, là, on va pré-créer l'utilisateur dans la base de données. On va pouvoir potentiellement refournir l'ID interne. Ce n'est pas une obligation, mais on peut refournir l'ID interne qui pourra être envoyé automatiquement derrière. Techniquement, à quoi ça peut servir, c'est que dans le flux suivant, mais je n'ai pas réussi à l'implémenter en vrai, il serait même possible par la suite de ne plus devoir fournir le username du tout pour l'authentification parce qu'il serait stocké directement côté authenticateur. Et ensuite, il y a également moyen de fournir des informations. Bon, le timeout, c'est le temps maximum qu'on veut fournir à l'utilisateur pour cliquer sur l'authenticateur. Et aussi une sélection d'authenticateurs, c'est-à-dire on pourrait dire, ok, moi, mon site web, je n'autorise pas les cross-plateformes, je veux que les systèmes intégrés, ou l'inverse. Il y a moyen de fournir des critères de sélection. Donc ensuite, cette information-là est renvoyée côté browser, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, en fait, il va, sur base de ces informations-là, il va utiliser l'API Credential, qui est en fait une API qui existait déjà avant, mais qui est améliorée pour justement récupérer la partie clé privée et clé publique en fait, l'API WebAuthn n'est juste des nouvelles méthodes sur cette API Credential. Et donc ici, il va récupérer les informations et renvoyer l'ensemble des informations qui sont envoyées par l'authenticateur côté serveur. Derrière, il récupère les informations, il vérifie que le username correspond bien, il récupère le username sur base du challenge qu'il avait stocké dans son cache, et il vient stocker les informations, donc l'ID de la clé publique, et également le nombre de fois que l'utilisateur a cliqué sur l'authenticateur en lui-même. Pourquoi? Parce que WebAuthn est vraiment fait pour la sécurité, c'est-à-dire qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y a personne qui arrive à dupliquer une clé. Bon, je ne sais pas si c'est techniquement faisable, mais ils ont réfléchi au truc. Donc en gros, à chaque fois qu'on signe, il y a un compteur qui va être incrémenté, et donc il fournit ce nombre, et ça sera vérifié par la suite. Donc il le stocke en DB et crée l'utilisateur. Donc ça, c'était pour la partie création, enregistrement. Deuxième flux, l'authentification. L'authentification, pareil, on va demander au site web de signer un challenge avec la clé Intel. Donc, on fournit les informations. Ici, on restocke un challenge aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de replay de l'authentification. Et on récupère dans la DB l'ID des credentials possibles pour l'utilisateur, en fait. Et on refournit juste, ok, je fournis ces credentials-là, et je suis toujours DevoxFR, donc je voudrais une clé
pour DevOxFR. Donc normalement la clé sera vraiment pour moi. Et là, la suite, le browser va venir demander est-ce que tu sais me fournir signer le challenge pour la clé Intel, et pareil, il va demander la vérification d'utilisateur et ce genre de choses. Donc comment ça fonctionne? Toujours l'API credential, mais plus create, mais get cette fois-ci pour récupérer la clé. C'est là qu'il vient bien vérifier que je suis un peu en retard, non? Donc l'authentification récupère la clé, il vérifie bien que c'est une clé pour DevOxFR, sinon il renvoie rien du tout, il se passe rien du tout. Et il va derrière signer le challenge parce qu'il est fourni, et l'ensemble des informations sont envoyées côté serveur de cette manière-là. Et ici, de ce côté serveur, grosso modo, on va faire 3 vérifications. Que le token, le challenge qui est fourni est bien le même. On vérifie que le sign code checked, donc on vérifie que le nombre de fois que l'utilisateur a cliqué, que moi je connais, est toujours inférieur au nombre de fois qu'il a cliqué au moment où je d'authentification. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas eu de duplication de la clé. Et il vérifie que le challenge est bien signé avec la clé publique qu'il connaît. Et si c'est bon, il renvoie à l'utilisateur. Donc ça, c'était pour l'authentification. Donc ça, le flux d'authentification est fonctionnel. Mais avec Weboten, ils ont même pensé plus loin. Parce qu'aujourd'hui, avec une clé privée, une clé publique, il y a moyen de faire plus de choses. Bon, déjà, il y a moyen de vérifier quels sont les types de clés qu'on veut. Si c'est du plateforme du roaming, on peut vérifier également que l'utilisateur est bien là. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait des clés USB avec juste je clique sur un truc mais on vérifie pas qui c'est, et des clés USB où il y a vérification de l'empreinte digitale, ou pareil sur les smartphones avec l'empreinte digitale. Là, il y a une vérification beaucoup plus forte. En fait, il y a moyen de dire, moi, en tant que, par exemple, pour une banque, dire, moi, je veux authentifier que quelqu'un avec une empreinte digitale. Il y a moyen de le vérifier que ça a bien été signé de cette manière-là. Donc, c'est intéressant d'un point de vue sécurité. Toujours côté dans une banque, par exemple, c'est qu'avec une clé privée et une clé publique, il y a moyen de signer des transactions. C'est-à-dire, je peux m'authentifier, mais parfois, je veux pouvoir dire, OK, je vais faire une transaction de 500 € et je ne veux pas juste dire, OK, je suis d'accord avec ça, je veux qu'il y ait une signature vérifiable dans le temps. Et donc, typiquement, il y a des extensions au niveau de l'aspect qui permettent de venir, en plus du challenge, de venir rajouter du texte ou même parfois des images pour venir signer un contexte en plus de simplement le challenge. Aujourd'hui, je ne l'ai pas testé. Ça nécessiterait par exemple d'avoir des écrans, c'est-à-dire que toutes les clés ne le permettraient pas, mais ça permettrait d'avoir une utilisation dans le cadre d'une banque. Une autre extension intéressante d'un point de vue sécurité, c'est le User Verification Index Extension. Parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un ordinateur ou un smartphone ou une tablette, parfois il y a des empreintes de vous, de votre femme, des enfants qui sont enregistrés dessus. Et vous voulez vous assurer que pour vous authentifier sur votre banque, vous ne pouvez pas laisser votre fils ou votre femme s'authentifier sur votre compte directement. Mais ça, typiquement, il y a des extensions qui permettent, quand on va s'enregistrer, non seulement fournir l'identifiant de la clé, mais en plus l'identifiant interne de l'empreinte de l'authenticateur, juste l'ID, hein, pas l'empreinte tactile, mais juste l'ID. Et derrière, quand on va venir s'authentifier, il suffit de vérifier que l'ID qui est refourni à nouveau est exactement le même. Donc ça permet de vraiment vérifier ça. Au niveau des outils des frameworks, il y a un certain nombre de choses qui commencent à exister. Côté Java, Weboten 4J, c'est ce que j'ai utilisé dans ma démo, qui ne fonctionne pas mal du tout. Il y a des extensions d'un point de vue Spring Security, il y a une personne qui travaille dessus, mais aujourd'hui c'est un fork à côté de Spring Security parce que ça demande une modification du corps de Spring Security qui n'est pas encore intégré du tout. Il va certainement effectuer une pull request, mais aujourd'hui c'est pas encore intégré, donc il est obligé d'avoir un fork à côté qui permet de gérer Weboten directement dans Spring Security. Il y a des librairies en .NET et en Golang, il y en a certainement en Python, Ruby et autres. Je n'ai pas spécialement vérifié, mais il commence à avoir un certain écosystème de librairies qui le supportent.
Au niveau des produits, des références d'utilisation, bah, clairement Google l'utilise depuis un bout de temps. Auth0, ForgeRock, je l'ai mis 2 fois, c'est pas grave. Mais en fait, la plupart l'utilisent toujours en tant que second facteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la spec U2F qui est spécifique, ils sont passés sur WebAuthn qui permet de faire la même chose, mais c'est toujours un facteur supplémentaire. Il n'y a pas encore d'utilisation en tant que facteur unique. Niveau Keycloak et CASSO, par exemple, il y a des feature requests qui sont là pour ce genre de choses, mais qui ne sont pas encore implémentés. Résumons. Bon, les mots de passe, c'est le mal, il faut vraiment les éradiquer. Le multifacteur, c'est bien, ça permet de sécuriser beaucoup de choses, mais c'est encore relativement contraignant. Et donc, il y a la solution c'est FIDO2 qui simplifie ça, qui permet d'utiliser un smartphone directement avec les capteurs d'empreintes simplement pour s'authentifier. C'est supporté par la majorité des navigateurs, plus ou moins. Techniquement, ils le supportent quasiment tous, mais pas de la même manière encore, mais ça va évoluer. Et c'est extensible, ça permet plus que de l'authentification. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment commencer à regarder. Il ne faut pas changer tout au tout, mais pour éviter les fuites de mots de passe, je suis persuadé que ce genre de solution va finir par petit à petit remplacer les mots de passe et on utilisera directement les capteurs des téléphones. Ce que je n'ai pas spécialement montré, parce que ce n'est pas encore aujourd'hui faisable, mais c'est le but de l'aspect aussi, c'est que typiquement tout le monde a un smartphone. Et tout le monde n'a pas de clé comme ça. Parce que je veux dire, ça a un coût et tout le monde n'est pas au courant. Par contre, tout le monde a un smartphone. Et en fait, il serait tout à fait faisable au niveau de l'aspect de dire, OK, sur mon navigateur, j'utilise mon smartphone comme clé. Et donc, du coup, les clés seraient quasiment distribuées partout dans le monde directement. Et donc, ça serait relativement simple parce que autant ça, je peux le perdre ou l'oublier chez moi, que je pense que la plupart d'entre nous a toujours son smartphone sur lui et donc peut s'authentifier de n'importe où. Voilà. Pour moi, j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous avez des questions, je suis là. Pas de questions? Pas de questions. Après les questions.